It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, gros bracket contest. En effet, je vais reprendre un petit peu tout le cheminement, tout ce que Trash Talk nous a laissé avoir pour mettre un petit peu les scores, les équipes, quelle équipe va aller en play-off, quelle équipe va décevoir, et je vais le remplir en même temps que faire ce podcast, tout simplement. C'est la fin de la saison régulière du coup, on a dû abandonner un grand nombre d'équipes sur le chemin, et là on a bientôt le play-in demain, donc on en abandonnera encore 2 autres, enfin 4 autres même, entre l'Est et l'Ouest. Je vous avoue que se dire que je reverrai mes chers Portland Trail Blazers dans 6 à 7 mois, c'est un petit peu dur, même si évidemment nos playoffs ça sera pendant la draft, hein, on verra. De toute façon elle sera commentée par moi-même et évidemment on essayera de faire des prévisions, parler des prospects un petit peu qui pourraient intéresser ces équipes, hein, pas seulement Portland, mais ça soit les Spurs, Washington, etc. Ça peut être très intéressant et même les équipes playoffables d'ailleurs. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir commencer, hein, je vous le dis, on va le faire du premier tour jusqu'à la finale. Je sais pas si je donnerai le score en finale, ou en tout cas je pense qu'il y a énormément de scénarios possibles jusque-là, hein, que ce soit des blessures, je l'espère pas évidemment, des upsets, énormément de choses. Donc on verra comment évoluera ce podcast, hein, mais on va faire en sorte que ce soit vivant quand même. Donc voilà, on va commencer. Je vais commencer tout de suite par la conférence Est, évidemment. Hein, je vous l'avoue, finir par la folie de la conférence Ouest, c'est toujours cool. Donc on va vous faire patienter un petit peu. Donc allons-y. I don't know why the man above gives me the hardest role, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. Cette fameuse conférence Est, du coup. Je vous avoue que certaines années, je dirais que l'Est est moins intéressante. Évidemment, cette année, encore une fois, elle est un petit peu moins compétitive à mon sens, mais on va avoir quand même des matchs assez intéressants, et ça commence dès le play-in. Donc on va commencer dès le play-in avec le 7e et le 8e actuellement, qui sont respectivement Philadelphie contre Miami. Donc moi ça va être assez simple, je pense. Je trouve que Philadelphie est sur une lancée assez extraordinaire depuis le retour d'Embiid, malgré qu'il soit mis au repos parfois, malgré des inconstances de sa part, du fait qu'il l'a dit lui-même, hein, il est un petit peu rouillé du fait que une longue absence depuis janvier, ça s'oublie pas. Mais à côté de ça, on a 7 à 8 victoires d'affilée. On a un effectif qui, à part Embiid, a joué ensemble et se connaît très très bien. On a un nouveau coach aussi, hein. On sait plus Doc Rivers. Je pense qu'il y aura beaucoup moins cette instabilité au coaching. Et de l'autre côté, on a un Miami qui m'a l'air encore en difficulté. Je sais que ils ont un mode playoff, peut-être qu'il aura lieu cette année. Moi, je me base sur ce que j'ai vu cette année. Et cette année, j'ai vu un Jimmy Butler en grande difficulté. C'est pas qu'il est reposé, je pense pas qu'il soit vraiment dans une forme d'acceptation que en fait les playoffs c'est fait pour lui, mais la saison régulière il n'en a que faire. Je pense vraiment que là on voit un petit peu des limites physiques arriver parce que voilà, il a 34 ans. Cet effectif a aussi beaucoup de mal avec les blessures. Tyler Herro vient de revenir, il joue au poste de meneur, ce qui n'est jamais arrivé, hein. Évidemment, je fais confiance à Spoelstra, mais c'est quand même assez compliqué de lui demander d'assumer un rôle de meneur titulaire alors qu'il revient de blessure, avec un Jimmy Butler avec lequel il n'a pas joué depuis très longtemps, hein, même s'ils ont eu des matchs un petit peu pour s'échauffer. Je trouve que Bam Adebayo fait encore une saison immense et très impactant, mais j'ai l'impression qu'il s'essouffle aussi, surtout depuis l'arrivée de Terry Rozier. Et un Terry Rozier qui devait prendre la main, et je crois, hein, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il est encore blessé. On a aussi sur un poste 4, 3, ça dépend, un Nikola Jovic, qui est encore un très jeune joueur, même s'il progresse à une vitesse assez folle, hein. L'école Miami, on va dire, j'allais dire l'école Spurs, mais l'école Miami fonctionne assez bien. Mais j'ai d'énormes doutes
sur cet effectif. Je pense qu'ils ont perdu leur meneur titulaire avec Kyle Lowry, qui effectivement était très cher, et en plus de ça, il commençait à se faire vieux, mais ils ne l'ont pas vraiment remplacé. Terry Rozier, c'était bien à un moment donné, mais il ne sera pas là, et à voir ce que donne Tyler Hero, évidemment, que je n'enterre pas du tout, mais c'est juste pour cette confrontation, surtout à domicile. Je pense que Philadelphie va s'en sortir et affrontera donc New York au premier tour. De l'autre côté, on a un match qui, je vous l'avoue, me paraît beaucoup moins intéressant parce que je pense que ces équipes sont en bout de course, entre guillemets, et partiront vite en vacances. Mais on peut être toujours surpris, donc on va en parler un petit peu. On a d'un côté Atlanta qui est à la 10e place et de l'autre Chicago à la 9e. Alors, là, je vous avoue que ces deux équipes, je les ai beaucoup moins suivies, surtout en fin de saison. J'aime beaucoup ce qui est devenu Kobe White, j'ai essayé de regarder un petit peu des deux équipes, mais c'est quand même assez compliqué. Moi, je crois vraiment à une forme d'expérience et une forme de maturité des leaders qui feront en sorte de gagner ce match coup près. Et je pense pour le coup que Trae Young est un plus gros leader et this guy pour gagner cette série, mais non ce match. Je pense que DeRozan a montré qu'il était très clutch, qu'il était un grand joueur malgré encore son âge, qu'il a fait une très très bonne saison encore, mais il est non seulement un peu esselé, j'ai encore du mal à croire que Vucevic soit une bonne deuxième ou troisième option dans un effectif comme ça, et de toute façon on en a eu la preuve toute la saison, c'était très faiblard. Et Kobe White, même s'il a passé un sacré step cette année et que j'adore ce joueur, je pense qu'il est beaucoup trop tendre pour ce niveau d'exigence. De l'autre côté, on a un Dejounte Murray qui montre énormément de choix de tir douteux. Un Clint Capella qui lui aussi n'est plus du tout dans ses bonnes années. On a une défense collective qui est assez minable, mais je trouve quand même qu'il y a plus de talent. Et puis évidemment, on a un Trae Young qui peut sortir un match en 33-15, un truc comme ça. Et je pense que c'est ce qui fera la différence sur ce match. Et donc, je vois évidemment Trae Young l'emporter avec les Hawks. Mais pour moi, ce parcours s'arrêtera là, je vous le dis direct, parce que je pense que Miami ne fera pas la même erreur deux fois. Je pense qu'ils finiront 8e comme l'année dernière, tout simplement parce que un vieillissant, ou en tout cas plus dans ses meilleures années, Clint Capella ne pourra rien faire face à un Bam Adebayo. Butler est vraiment ce mec qui peut élever son niveau de jeu, même si je pense qu'il ne pourra pas le faire sur la longueur d'une série, ou en tout cas de plusieurs séries de playoffs. Je pense que contre Trae Young, ils ont vraiment les armes pour lui répondre, ils ont vraiment les joueurs à lui envoyer, et même un petit peu défensivement déjà, ils peuvent totalement le limiter, mais je pense que offensivement, ce qui a été compliqué toute la saison pour eux, je pense qu'ils peuvent augmenter leur niveau de jeu offensif pour au moins se défaire de cet adversaire qui est quand même pas le plus compliqué à affronter, je dois l'avouer. Donc oui, il y aura bien un premier round entre Boston et Miami. D'ailleurs, on va y aller. Je sais qu'on enchaîne très vite, mais il y a énormément de séries. J'ai pas envie de faire 6 heures de podcast. Mais du coup, oui, Trae Young ira en vacances. On verra ce que ça implique lors de l'off-season. On verra si j'ai raison ou tort. Mais voilà, le play-in est terminé à l'Est et on passe au premier tour. Du coup, le premier tour, et on commence directement par une série et des protagonistes qu'on a déjà entendu parler un nombre incalculable de fois parce qu'ils s'affrontent chaque année. Boston-Miami. Et c'est là que je vois un petit peu mon bracket et que je le remplis. Tout simplement, je pense que Boston va passer, évidemment. Je pense qu'on est vraiment sur l'ogre, sur le grand méchant de cette conférence Est. Et je pense vraiment que Miami, déjà en faisant 2 matchs en plus, avec un effectif qui sera assez j'allais dire vieillissant, qui aura du mal à enchaîner les matchs. Je pense que oui, Boston va s'en sortir 4-1. Effectivement, je pense que Miami peut prendre ce premier match parce qu'ils seront dans le flow de leur match précédent contre les Hawks. Je pense que Jimmy Butler voudra impacter un petit peu cette série dès le début. Et puis, je pense que aussi Boston a ce genre de souci de ne pas prendre au sérieux certains adversaires. En tout cas, il l'avait l'année dernière, beaucoup moins cette année. Il faut faire attention. Je pense que cet effectif a beaucoup mûri. On l'a même entendu, que ce soit en interview, etc. C'est pour ça que je mets qu'un match gagné pour Miami. Mais je pense qu'ils n'ont pas les armes
physique, athlétique et même la profondeur de banc pour répondre à Boston. Boston, je pense que Jrue Holiday aura la dalle aussi de se venger un petit peu ce que Jimmy Butler lui a fait subir l'année dernière. Je pense que Tyler Herro, qui doit s'adapter à un rôle assez particulier de porteur de balle, distributeur, mais est-ce que c'est un arrière, est-ce que c'est un meneur, enfin bref, ça va être assez compliqué pour eux. Bam Adebayo aura un rôle déterminant face à Al Horford et Kristaps Porzingis. Ça peut vraiment détourner un petit peu le score que je viens de donner, mais je crois pas qu'il soit ce mec qui te fasse gagner une série face à un si gros contenders en tout cas. Donc oui, 4-1 pour Boston qui passe donc au second tour. Le second match, la seconde série de ce bracket de l'Est, New York-Philadelphie. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Déjà, j'adore cette série, il faut le savoir. Hein. Je pense que New York a un collectif, une âme bien supérieure à Philadelphie et d'ailleurs bien supérieure à nombre d'équipes à l'Est. Et je pense que et c'est assez particulier de dire ça, on parle pas de stats avancées. Il y a beaucoup de gens qui m'engueuleraient pour sortir ce genre de pronos, mais je le crois. Je pense que vraiment... New York a plus de que Philadelphie et ça va énormément jouer. Je pense que cet effectif a eu le temps de mûrir ensemble malgré beaucoup de blessures. Je pense que ils sont complets sur tous les postes, même s'il manque d'une deuxième star ou d'une superstar, même si pour moi Jalen Brunson a vraiment passé ce cap cette année. Je pense vraiment que Philly n'a personne pour répondre à Jalen Brunson dans un premier temps, mais surtout la manière de jouer de New York va poser énormément de problèmes à Philly. Que ce soit les rebonds offensifs, que ce soit le jeu collectif très héliocentré sur Brunson et bien sûr un effectif de dog carrément qui va juste annihiler toute forme de contestation. Non, j'abuse. Non, vraiment, je pense qu'il y aura vraiment match. Je pense que Embiid fera une bonne série. C'est vraiment dommage parce que c'était potentiellement son année, mais je pense aussi que là, on va vraiment voir que il lui manque de l'expérience entre guillemets sur cette saison, qu'il n'a pas pu enchaîner les matchs. Je pense que Tyrese Maxey aura plus de mal face à ce genre d'adversaire parce qu'en face, il aura DiVincenzo, il aura Hart, il aura OG Anunoby, il aura énormément de mecs comme ça. Il y a aussi énormément de très bons rebondeurs offensifs et défensifs côté New York. En vrai, je pense vraiment que ça peut poser énormément de difficultés à Philadelphie. Et donc, par conséquent, je vois New York l'emporter 4-2, ce qui les fait passer pour la seconde fois d'affilée au deuxième tour. Vraiment, cette équipe de New York serait incroyable de proposer ce style de jeu, surtout qu'ils n'ont pas triché, ils n'ont pas essayé de descendre au classement, donc ils le mériteraient, hein, vraiment. Et puis côté Philadelphie, ça sera un vrai coup dur. Mais j'ai du mal à voir Embiid sur cette match avec une telle intensité, surtout à New York. On connaît le Madison Square Garden, on connaît les joueurs comme Brunson et compagnie, les mecs de Villanova, et j'ai du mal à croire que physiquement ils puissent soutenir ce rythme-là. Puis on a des joueurs un petit peu autour vieillissants. On a notamment Nick Batum qui a quand même du mal à sortir les stats d'avant. Évidemment, ça reste toujours un très bon connecteur, un bon défenseur et un joueur de collectif huilé par excellence. Mais j'ai du mal à les voir se dépêtrer du piège de New York, surtout avec une deuxième, troisième option, maintenant plutôt troisième option, comme Tobias Harris, dont je n'ai aucune confiance. Donc voilà, j'ai l'impression d'être un peu dur avec Philadelphie. Ça peut être beaucoup plus serré qu'un 4-2 le présage, mais je vois quand même New York s'en sortir sur cette série. Enfin bref, on va passer à la troisième série, une série incroyable, je pense. Vraiment, je vais la regarder. Je vais regarder tous les matchs, hein, il faut être clair. Milwaukee, Indiana. Alors là, franchement, Milwaukee qui a fait le petit bras, hein, il faut pas se mentir, à vouloir descendre pour ne pas affronter que ce soit Philadelphie ou Miami, qui a énormément de difficultés en ce moment. Giannis qui reviendra de blessure au début des playoffs, un Lillard qui est toujours dans cette phase un peu de dépression avec du très bien comme du très mauvais. Et le problème est que le très bien vient souvent quand Giannis n'est pas là. On a aussi un effectif qui est sous les ordres d'un Doc Rivers que voilà, je ne supporte plus au coaching et qui peut être vraiment l'une des raisons
d'un vrai drama côté Milwaukee en cas de contre-performance. Et pour le coup, je pense que ça peut arriver. Donc j'ai beaucoup de doutes sur ces cadres-là. J'ai des doutes sur Lopez également. J'ai des doutes sur Middleton qui défensivement n'a pas le niveau d'antan et qui a du mal à enchaîner les matchs, qui a des performances en dents de scie. Et tout simplement, à part ses performances, je pense qu'il n'a plus l'impact espéré ou l'impact qu'il avait avant. Et de l'autre côté, on a Indiana qui aussi, qui n'est pas du tout dans la même situation. Évidemment, on a un effectif jeune à qui on a rajouté un Pascal Siakam, mais on a un Tyrese Haliburton qui a des fois du mal à enchaîner les matchs, surtout post-blessure, post-All-Star Game, qui ne fait plus les statistiques qu'il faisait en début de saison. Mais bizarrement, j'ai assez confiance sur la montée de son niveau de jeu en play-off. On a après, effectivement, je l'ai dit, un Pascal Siakam qui va avoir énormément de difficultés face à Giannis Antetokounmpo, mais qui est un joueur sûr, qui n'est plus de fait la première option de son équipe et qui pourrait vraiment s'en sortir plutôt bien. On a effectivement Miles Turner qui pourrait écarter le jeu. En fait, on a beaucoup, je trouve, deux équipes, excusez-moi, qui se ressemblent sur le papier, qui ne sont évidemment pas contenders de la même façon, qui n'ont pas le même âge ou le même prototype de joueur de chaque côté, mais qui ont un banc, qui sont assez athlétiques, qui ont deux meneurs qui peuvent se répondre offensivement et bien sûr des ailiers forts pivots qui pour l'un sont des monstres athlétiques, des monstres de scoring qui peuvent partager la balle distribuée, et un Miles Turner comme un Lopez qui peuvent de leur côté espacer le jeu, défendre le cercle, surtout évidemment pour Lopez, mais Miles Turner aussi au contre est plutôt intéressant. Bref, on a vraiment du niveau, même un Aaron Nesmith, je le comparerai pas à Middleton, mais voilà, on a un jeu intéressant des deux côtés qui peut montrer vraiment une série très intéressante, très serrée, ce qu'il ne devrait pas l'être quant à Giannis Antetokounmpo et un Damian Lillard. Je pense vraiment que Milwaukee peut s'en sortir. Je l'ai mis de toute façon 4-3 face à Indiana, mais à côté de ça, je tiens à le dire, je pense vraiment que cette série peut s'avérer compliquée pour un Damian Lillard. De toute façon, ces playoffs peuvent s'avérer très compliqués. J'ai peur un petit peu du clash qu'on va avoir sur ce joueur-là, mais il faut pas se mentir, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour jouer, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour dominer, et c'est ça qui me fait peur. Donc 4-3 Milwaukee, ça va être serré. Indiana peut vraiment faire quelque chose contre cet effectif, mais pour moi c'est pas encore leur année. Bref, dernière partie de ce round 1 du côté est de la NBA, Cleveland-Orlando, et pour le coup beaucoup de gens ont critiqué un petit peu cette série d'avance en disant que ça serait très chiant, qu'on ne verrait pas le jeu qu'on attend en play-off et que c'est vraiment une série en fait qu'on aurait pu se taper au play-in, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Notamment parce que Orlando, je suis d'une curiosité assez folle sur cet effectif. On a quand même un Paolo Banchero, je pense, qui va se révéler aux yeux du monde, parce qu'évidemment dans les petits marchés ça prend plus de temps, et alors qu'il est à peine sophomore, je le trouve déjà sous-coté. Il peut sortir des matchs en 27-11-7, c'est totalement affolant pour un joueur de 21-22 ans. À côté de ça, on a un Franz Wagner qui est déjà champion d'Europe, qui est un joueur mature, un vétéran dans un corps d'enfant, il faut le dire très vite, qui est très important au scoring pour cet effectif, et j'espère qu'il reviendra aussi sur deux jambes, parce que je crois qu'il était blessé sur la fin de saison, en tout cas sur quelques matchs. Et bien sûr un Jalen Suggs qui s'avère être un pitbull défensif, déjà l'âme de cette équipe, à la manière un petit peu d'un Smart côté Boston sur les années précédentes. On a aussi peut-être l'un des meilleurs bancs de la ligue. On n'a vraiment pas de sixième homme attitré, mais plutôt plusieurs, comme je l'ai dit, avec un Cole Anthony, un Maurice Wagner, un Jonathan Isaac, et vraiment je pense que cet effectif, peut-être qu'on aura quelques minutes défensives d'Anthony Black à la main, Wendell Carter Jr. pour écarter et être vraiment ce barbare dans la peinture. On a évidemment Joe Ingles et Gary Harris comme des joueurs vétérans qui peuvent apporter énormément de choses à cet effectif, et vraiment si le scoring arrive à être régulier défensivement, ça peut vraiment étouffer cette équipe des Cavs qui a des réponses à donner. Vraiment j'ai du mal avec leur coaching staff, évidemment ça peut s'avérer très compliqué pour Bickerstaff de coacher à un si gros niveau.
Mais on va lui laisser un petit peu le bénéfice du doute. Je pense que Evan Mobley et Jarrett Allen, pour leur deuxième saison d'affilée en play-off, doivent se révéler à être à un plus gros niveau de jeu. Je pense notamment que Jarrett Allen a passé un cap cette année. Evan Mobley doit prouver qu'il est vraiment ce potentiel de deep là. Et évidemment, ça sera à lui entièrement, et peut-être à Isaac Okoro, ce type de joueur-là, de défendre sur Paolo Banchero, et c'est tout simplement ce All-Star et ces joueurs de talent. Donc ça va énormément être la clé de la série pour moi. Le niveau aussi de Darius Garland qui fait une saison, je me permets, assez minable, que ce soit dans les pourcentages, dans l'aspect visuel, dans la confiance. Je sais pas ce qui lui arrive vraiment, mais il était bien plus fort pour son année All-Star il y a 2 ans. Et un Donovan Mitchell qui revient avec une difficulté assez folle de sa blessure. Donc c'est la raison pour laquelle je mets Orlando qui passe cette série 4-2 contre Cleveland. Je pense qu'il y aura des matchs serrés, je pense qu'il y aura des matchs pas beaux à voir offensivement. Je pense aussi que la défense va vraiment être à inscrire dans beaucoup d'écoles de basketball, parce que entre Jarrett Allen, entre l'effectif complet du Orlando Magic, je pense que la défense de Jalen Suggs sur Darius Garland et Donovan Mitchell va donner des frissons à ces 2 joueurs-là. C'est pour ça aussi que je les vois passer, parce que je pense que Jalen Suggs est le facteur X de cette série. Et puis même sur le banc, Cole Anthony qui peuvent affronter des Caris LeVert, des Sam Merrill, je trouve ça vraiment intéressant. C'est beaucoup plus une série de geeks, faut pas se mentir, mais voilà, il y a du jeu à faire. Il y a aussi beaucoup d'enjeux dans cette série, avec Orlando qui revient enfin en play-off, avec une équipe qui ne sera moquée de personne cette saison, et Cleveland qui a un projet jeune mais qui commence déjà à s'empêtrer dans des résultats décevants, des jeunes qui ne progressent beaucoup moins, et évidemment des situations contractuelles à régler. Donc cette série peut vraiment être importante pour les 2 effectifs. Et si Cleveland sort au premier tour, il y aura énormément de questions à se poser, tout simplement. Bref, on passe aux demi-finales de conférence avec, du coup, la première série, Boston-Orlando. Et je vous avoue que là, j'ai beaucoup moins de choses à dire. Évidemment, il y a énormément de choses à dire, on pourrait se répéter. On a une défense collective d'Orlando qui va pouvoir se tester face à un gros contender comme Boston. Ils auront déjà réussi leur saison. On verra vraiment un Paolo Banchero face à un Jason Tatum essayer en tout cas de se répondre côté Paolo Banchero, et cet effectif d'Orlando qui va pouvoir se montrer au monde. Et puis on aura aussi la constatation de Boston, s'ils sont capables ou non de vraiment enterrer une équipe où ils sont ultra favoris. Et pour moi, ils en sont capables. Et c'est pour ça que je mets 4-0 Boston. Je pense qu'Orlando n'a juste aucune chance de répondre à cette armada, que ce soit en fait sur l'ensemble des postes du basketball, des postes 1 à 10, tout ce que vous voulez. Je pense vraiment que on aura des vrais écarts de performance dans les matchs eux-mêmes. Je pense que Jason Tatum va rappeler qui il est au monde entier, parce que beaucoup de gens ont tendance à le sous-coter en ce moment, et tout simplement à l'oublier, parce que voilà, une saison à 27 points dans une équipe qui roule, ça impressionne plus personne, dans des saisons où on a des Luka Doncic, où on a ce genre de monstre. Mais Jason Tatum, pour moi, fait partie de cette caste-là qui peut aller jusqu'au titre NBA. Et il va le rappeler sur cette série en enterrant les pauvres et jeunes Orlando Magic. Mais c'est pas grave. Ça sera une très belle saison pour eux. Ils reviendront plus forts, et potentiellement, après 1 ou 2 trades, ils seront capables dans 2-3 ans d'égaler ou de surpasser les Boston Celtics. Enfin bref, c'est pas la question, et on va passer au Milwaukee-New York. Celui-là aussi est compliqué, celui-là est vraiment compliqué à pronostiquer, il faut pas se mentir. Milwaukee, j'ai été déjà très méchant avec eux en première partie de podcast, on va dire, à la série d'avant, et pour le coup, écoutez-moi et essayez de vous imaginer. On a vraiment un effectif de Milwaukee sur le backcourt qui se résume à Damian Lillard, Patrick Beverley et un Malik Beasley. Comment voulez-vous, parce que vous allez me dire oui, mais je vous vois déjà venir, j'ai toujours pas répondu à ma propre question, mais je vous vois déjà venir. Mais comment voulez-vous que Patrick Beverley et Damian Lillard répondent défensivement, en tout cas,
au jeu offensif de Jalen Brunson. Je ne vois aucun moyen que Jalen Brunson ne finisse pas cette série à 29 points de moyenne. Et encore, je suis très gentil, je me suis calmé dans ma propre tête, mais je crois vraiment à une série à 33 points de moyenne de Jalen Brunson, avec un effectif, s'il ne se blesse pas, qui va jouer, enfin un 5 majeur, qui va jouer plus de 40 minutes par match, et qui va en plus gagner des matchs. Il faut se le dire. On aura aussi un OG Anunoby sur les postes 3-4, potentiellement, qui peut embêter un petit peu un Giannis Antetokounmpo qui va faire une grande série, mais je pense vraiment que, encore une fois, Giannis peut s'avérer vraiment seul. Brook Lopez n'arrive pas à retrouver ce rôle d'ancrage défensif dans la peinture comme il l'avait avec Budenholzer, je pense que Doc Rivers n'a pas la main sur cet effectif. Je pense qu'en plus, au fur et à mesure des playoffs et des matchs perdus ou de certaines contre-performances, il y aura des takes qui vont être sortis dans les médias, en interview, etc. Je pense que Chris Middleton montrera que ce n'est plus ce joueur qu'il était il y a 2, 3, 4 ans. Et bien sûr, je pense aussi que l'effectif et la profondeur d'effectif des Bucks est vraiment surfaite et qu'on va découvrir que le banc de New York va vraiment surclasser le banc de Milwaukee. C'est pour ça que je mets New York en 4-2. Et donc New York va en finale de conférence. Oui, vous l'aurez vu. Si ça arrive, en tout cas, ça serait complètement fou sur une franchise qui a beaucoup été moquée sur ces 10 dernières années. Mais oui, New York serait capable d'aller en finale de conférence dans mon bracket. Et je pense que dans la réalité aussi. Ils ont vraiment un effectif profond. Je pense que sur leur manière de jouer, que ça soit au rebond, dans l'intensité, et puis même dans l'approche un petit peu, comment ils sont entre eux. Ils sont tous potes, on dirait, je pense qu'ils le sont, mais c'est vraiment impressionnant la cohésion de cet effectif. OG Anunoby en plus montre qu'il est un monstre défensivement. Je pense que le Deep de l'année prochaine pourrait être pour lui potentiellement, s'il arrive à enchaîner les matchs évidemment, mais je pense que oui, New York va surclasser Milwaukee, et en vrai, est-ce que ça impressionne vraiment quelqu'un ici? Quand on voit la saison de Milwaukee, ce qu'ils ont proposé, New York mérite bien plus cette finale de conférence. Enfin bref, passons à cette finale de conférence Boston-New York. On le voit un petit peu, là je refais un peu le récap de ce qui s'est passé avant, mais on voit quand même un petit peu que l'Est est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... non, pas ouvert, parce qu'en fait, il y a un ogre au sommet de cette chaîne alimentaire, mais l'Est est beaucoup plus faiblard et moins sujet à interprétation que l'Ouest. Et je pense qu'on va pas s'arrêter là, parce que je pense vraiment que Boston va surclasser New York. L'héliocentrisme, c'est vraiment très bien quand tu passes un premier tour, quand tu affrontes un adversaire qui a des difficultés tout au long de sa saison. Mais Jalen Brunson face à Jrue Holiday, face à Derrick White, face à Jalen Brown et Jason Tatum, sachant que l'ensemble de ces 4 mecs, pour moi, peut l'éteindre sur un match. Ils peuvent se relayer sur 4 matchs et potentiellement l'éteindre. J'ai mis 4-1 parce que je pense que New York, sur un malentendu et sur un Jalen Brunson en 43-11, pourrait potentiellement prendre un de ces matchs, ou sur une faute d'inattention, sur un défaut de tir à 3 points. Attention, Boston a des défauts quand même. C'est une équipe qui ne va pas chercher ses lancers. C'est une équipe qui n'attaque vraiment que très peu le cercle. Mais je pense qu'avant la finale, ça ne posera pas de problème. Vraiment, je pense que Boston va s'en sortir 4-1 de manière assez facile. Voilà. Donc, Boston en finale de ce côté Est des playoffs NBA. Donc, que dire de plus? Eh bien, si ça se fait dans la réalité, déjà, je pense que c'est crédible, assez crédible, je vous l'avoue. Il n'y a pas vraiment d'énormes upsets comme je les entends, Et évidemment, il y a New York qui fait un énorme parcours, mais au final, ils sont 2e de conférence. Ils ont, malgré les blessures, réussi à conserver un effectif qui est compétitif dans toute situation. On a vu vraiment une mentalité se dégager. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté Est. Et il y aura des questions à se poser. Il y aura des questions énormes à se poser côté Milwaukee. Savoir quoi faire à Indiana pour progresser, passer ce step. Philadelphie. Que faire, trust de process ou non. Évidemment, Cleveland, qui est encore une équipe jeune, mais dans le doute. Et Miami, qui sort au premier tour et qui n'y arrive pas à passer ce cap d'être tout simplement la meilleure équipe de l'Est ou la meilleure équipe de la NBA, ce qui serait beaucoup mieux pour eux. Mais
que faire en fait, que faire avec un Jimmy Butler qui vieillit, etc. Donc on verra, ces questions se poseront peut-être à un moment donné ou pas du tout quand Miami gagnera le titre NBA, mais ça m'intéresse de le voir de cette manière. Donc on va passer à la seconde partie, évidemment, sur la conférence Ouest de ces playoffs NBA. Allons-y. Alors, je viens de regarder à la coupure, je vous avoue que je ne pensais pas du tout avoir parlé 30 minutes juste sur cette conférence Est. J'ai été boire un petit coup parce que je m'attendais vraiment à un podcast de 40 minutes en entier et ça va s'avérer, voilà, vous voyez, je bégaye déjà, s'avérer beaucoup plus long, je pense. J'espère que ça vous plaît quand même, mais voilà, ça va être compliqué de faire vite sur cette conférence Ouest. Mais donc, on va y aller avec directement le play-in, peut-être le play-in le plus compétitif qu'on a eu depuis le début de son existence, avec tout simplement des Lakers qui vont affronter pour le premier tour les Pels de la Nouvelle-Orléans. Et pour moi, en commençant par là, je pense que les Lakers ont énormément d'expérience et que ça va jouer. Anthony Davis va pouvoir faire un chantier dans ce front de courte des Pels. On a évidemment un Zion Williamson, on a un effectif complet, on a un Herbert Jones qui s'avère être l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, mais déjà on a un retour de Brandon Ingram qui pose énormément de questions. La première de ces questions, c'est combien de temps pour se réadapter avec Zion Williamson ? À mon sens, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne fonctionnent pas bien ensemble, on le voit. Ils pourraient être bien plus forts individuellement l'un sans l'autre, mais ce n'est pas le cas. On se souvient que l'année dernière, les Pels, en fin de saison, ils ont été rongés par les blessures, etc., mais avaient un Brandon Ingram à plus de 30 points de moyenne sur les derniers matchs de la saison. Là, c'est pas du tout le mood qui s'en dégage. Zion Williamson est dans son jus, a perdu des kilos apparemment, est surathlétique et de plus en plus fort à la distribution, mais je pense que LeBron le supplante encore aujourd'hui. Je pense que Anthony Davis aussi. Je pense que cet effectif est bien plus complet. Et possède des certitudes que les autres n'ont pas, que les Pels n'ont pas, et malgré un CJ McCollum, malgré beaucoup de joueurs de talent dans cet effectif, je pense que ça perd et que les Lakers vont donc affronter Denver au premier tour, et donc je ne sais pas si c'est un cadeau pour eux. Mais voilà, deuxième match de ce play-in, tout simplement Golden State contre Sacramento. Là aussi, c'est compliqué, je vous l'avais dit, ce play-in est peut-être le plus compétitif qu'on ait vu depuis qu'il existe. Et pour le coup, là, on déroge pas à la règle. Curry face à Sabonis, face à tout cet effectif, je pense que Curry a montré des difficultés qu'il a rarement montrées sur l'ensemble d'une saison, que ce soit au shoot. Ça a été très compliqué. Le fait qu'ils doivent beaucoup plus porter la balle et qu'en fait, même si c'est un très grand manieur de ballon, c'est pas là où il est le meilleur. Ce n'est pas un Kyrie Irving, même s'il a des qualités qui ressemblent. Il est meilleur off-ball et tout le monde le sait. Cette saison, il perd en efficacité en portant ce ballon. À côté, on a Andrew Wiggins, on a Draymond Green, on a énormément de joueurs comme ça. On ne sait pas ce que ça peut donner. Est-ce que Klay Thompson va sortir un match à 17 points, à 3 sur 14, ou alors un match à 26 points, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que le second meilleur joueur de cet effectif, c'est Kuminga, et qu'il est en retour de blessure, qu'il est sur le banc depuis quelques matchs et que tout simplement il n'a aucun impact. Le dernier match, je crois qu'il a mis 0 points à 0 sur 4 ou 0 sur 5 au tir. Je pense que vraiment il y a des questions à se poser. Je ne sais même pas quel 5 majeur va affronter Sacramento, et je pense vraiment que c'est l'année de l'élimination, et je pense même pas que ça soit Sacramento qui vraiment gagne ce match, mais plutôt Golden State qui est capable de le perdre en mettant peut-être Moses Moody sur le terrain, ou alors à contrario que Moses Moody ne joue que 5 minutes alors qu'il aurait pu être chaud et un décanteur de situation. Que va faire Draymond Green sous pression aussi, face à un Sabonis qu'il a déjà piétiné une fois? Et je parle pas de basketballistiquement parlant, excusez-moi, je parle vraiment de violence acerbe. Enfin bref, de l'autre côté, on a un Sabonis et un De'Aaron Fox, même si la saison est difficile, l'effectif n'a pas progressé, il y a un peu une stagnation avec autour des autres équipes qui leur passent devant. Je pense vraiment qu'ils ont plus de certitude. Je pense que Sabonis pourra montrer qu'il peut être performant en play-off, et je pense que ça va se passer dès ce match-là contre Golden State, qui donc est éliminé du play-in et donc des play-offs. Bref, il y a un deuxième match à jouer
pour Sacramento face aux Pels de la Nouvelle-Orléans. Et je pense vraiment que sur cette lancée, Sacramento peut upset, d'une certaine manière, upset avec des guillemets, cette équipe des Pels pour les mêmes raisons. Je pense que Brandon Ingram et Zion Williamson n'auront pas le temps de trouver ce rythme-là. Je n'ai pas vu Zion Williamson être le joueur clutch par excellence. Je ne sais pas si CJ McCollum peut l'être sur l'espace d'un match. Cet effectif est énormément profond, avec beaucoup de défenseurs, mais offensivement, je trouve que Sacramento a beaucoup plus de choses à répondre à ça. Je pense que De'Aaron Fox est ce mec qui peut être bien plus fort en playoff. Il l'a déjà montré, et ça peut passer aussi par la défense, hein, une intensité défensive qu'on voit moins en régulière de sa part. Je pense vraiment qu'il peut sortir de ce match à 35 points. Donc, et qui vraiment, à part peut-être Herbert Jones, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il défendra sur lui, peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais si ça passe pas par lui, ça passera par Sabonis. Ça passera par un collectif qui, à mon sens, bien plus prêt pour ces jeux de play-off. Et donc, je fais passer Sacramento devant les Pels, qui affronteront donc OKC au premier tour. Et on va directement passer, hein. Vraiment, Sacramento nous suit, parce que je vais parler comme première série d'OKC, donc le premier à l'ouest, hein. Saison énorme dans ses individualités et collectivement de cette équipe d'OKC contre Sacramento, du coup, qui se dépatouille un petit peu de ce play-in. Et pour moi, peut-être que j'ai trop confiance en Sacramento, mais je pense que non, calmez-vous, je vous vois déjà venir. OKC passera. Pour moi, OKC passera. Je vais pas vous spoil le score maintenant, mais ils sont complètement au-dessus sur toutes les gammes du jeu. Je pense qu'ils sont plus équilibrés entre défense et attaque. Ils ont vraiment des prototypes défensifs sur le backcourt, que ce soit Shai Gilgeous-Alexander, que ce soit Lou Dort, qui peuvent vraiment faire du mal, énormément de mal à De'Aaron Fox. Et de l'autre côté, je ne vois pas Keon Ellis ou même De'Aaron Fox répondre à cette problématique qui est Shai Gilgeous-Alexander. Même si il faudra aller vers le panier, je ne vois pas Sabonis se muer en protecteur de cercle, ou en tout cas défenseur vraiment impactant. Je pense qu'en plus, espacer Sabonis du cercle grâce à tout simplement des joueurs comme Chet Holmgren qui pourra s'écarter, ou Jalen Williams, qui est un poste 4, mais pas de métier, mais il jouera sûrement poste 4. Ça va poser beaucoup de problèmes pour Sacramento, et je pense qu'en plus, ils vont rentrer dans un jeu dangereux avec OKC, qui est le shoot à 3 points, dans deux équipes qui sont très fortes en attaque, très bien huilées, même si Sacramento a eu plus de problèmes cette saison. Je pense qu'OKC les supplante au shoot à 3 points dans ce jeu collectif, avec Marc Daigneault qui vraiment montre depuis l'année dernière qu'il est l'un des meilleurs coachs de cette ligue. Donc je pense vraiment que ça peut faire 4-2, et c'est pas Sacramento qui est vraiment dangereux, mais plutôt OKC qui doit adapter ce jeune effectif aux joutes de play-off. Je pense qu'ils le font très rapidement, parce que c'est une équipe jeune et qui montre déjà rapidement en régulière qu'ils peuvent être dominants à peine 22-23 ans. Ils le feront, et ils auront le temps de se perfectionner sur ce premier tour face à Sacramento, en laissant échapper 2 matchs, ce qui peut être dangereux évidemment, mais je pense vraiment que OKC pourra passer assez facilement ce premier tour. Bref, on va passer à une série qui va en faire jaser plus d'un. On connaît la communauté des Lakers sur les réseaux sociaux, et depuis l'année dernière on connaît aussi la petite communauté de Denver qui ne se laisse pas faire et qui peut être à la fois très énervante et très intéressante aussi, notamment sur Twitter, enfin X. Et donc on va parler de la série entre Denver 2e et les Lakers 7e. Pour moi, les mêmes problématiques vont être mises en exergue comme l'année dernière finalement. On a une équipe qui se connaît beaucoup mieux. On a un Anthony Davis qui retourne à un prime, mais en tout cas un niveau élite défensivement. Peut-être que ça sera plus compliqué pour Denver de se mettre en jambes face à une équipe des Lakers qui mériterait de faire un long parcours. C'est vraiment parce que l'Ouest est un chantier naval assez calamiteux. Tout ce que je viens de dire ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Je pense que Denver est supérieur sur énormément de plans. Même défensivement, ça peut se jouer. Enfin, ça se joue carrément. Parce que le backcourt avec Austin Reeves, avec D'Lo, ce genre de joueurs, je ne vois aucun de ces joueurs poser problème à un Jamal Murray, à un Kentavious Caldwell-Pope, et bien sûr, qui pose problème aujourd'hui dans cette ligue, à Jokic. Je pense que cet effectif
offensivement est mieux huilé. Bref, supérieur sur tous les plans. Je pense aussi, et il faut faire attention à ça, que LeBron est en meilleure forme que l'année dernière au même moment et que potentiellement on peut avoir une série individuelle assez impressionnante de LeBron James face à Jokic, face à Denver. C'est pourquoi je leur laisse un match. Je pense que les Lakers prendront un match histoire de garder un petit peu la face, mais Denver gagnera et passera au second tour 4-1. Je pense qu'il n'y aura que très peu de contestation, il faut pas se mentir, mais belle série en perspective quand même. Un 4-1, un beau 4-1 pour le coup, avec des Lakers combatifs. Bref, on va passer ensuite à la série entre le 3e et le 6e, qui sont Minnesota face aux Phoenix Suns. Et pour le coup, là, j'ai entendu, à mon sens, à mon humble sens, énormément de bêtises sur les réseaux depuis qu'on sait que cette série va avoir lieu. Pour moi, Phoenix est évidemment plein d'individualités excellentes et qui mériteraient d'être All-Star dans énormément de situations, mais qui ne se complètent pas. Et on sait, avec des individualités, on ne va pas forcément très loin. Minnesota, à contrario, a imposé une culture défensive, une culture de la gagne, avec un effectif mélangeant des jeunes et des vétérans qui savent exactement où est leur place, et je pense aussi qu'ils ont des choses à répondre à Kevin Durant. On a vu que Phoenix a gagné 3 matchs face à Minnesota cette saison. Je pense que ce sont des matchs vraiment de saison régulière où l'adaptation n'est pas de mise. Finalement, tu joues un petit peu de la même façon, tu essayes d'adapter 2-3 trucs, mais tu n'en ressors pas en t'adaptant à chaque adversaire pour chacun des 82 matchs. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. C'est pourquoi Phoenix gagnait ces matchs. Tout simplement parce qu'ils ont un jeu à mi-distance surdéveloppé dans cet effectif, qui sont même tous des spécialistes un petit peu parmi les cadres, avec Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, etc. Même Grayson Allen sur un certain degré, c'est un excellent shooter. En tout cas, il libère des espaces, mais je pense tout simplement que c'est impossible que Minnesota perde cette série avec ce qu'on a vu de Phoenix, même s'ils sont sur une bonne série ces derniers matchs. Je vais peut-être regretter les paroles que je viens de dire, mais pour moi, entre Naz Reid, entre Kat, s'il revient à un certain niveau, et même s'il n'est pas là, avec Rudy Gobert, ce genre de joueurs-là peuvent stopper un Devin Booker, peuvent stopper un Kevin Durant, et j'ai même pas parlé de Mike Daniels qui pourrait faire un boulot défensif assez phénoménal. Ensuite, je pense qu'Anthony Edwards va passer lui aussi à la même manière un peu qu'un Paolo Banchero, et en plus vitaminé, en surboosté un petit peu, va passer ce cap. Il a fait déjà 2 séries de playoffs sur ces 2 dernières années. La dernière était à presque plus de 30 points de moyenne, je crois. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient d'accomplir sur ces 82 matchs, le joueur qu'il est en train de devenir. Je pense vraiment pas qu'il va s'éteindre face à un collectif qui n'a aucune défense collective, d'ailleurs, et qui n'a vraiment pas les armes pour répondre à ce joueur-là. Anthony Edwards va s'apprêter, je pense, à faire une série en 34 points de moyenne. Peut-être que Devin Booker pourra lui répondre. Et encore, il y a vraiment les armes pour arrêter ce mec-là, que ce soit McDaniels ou même Anthony Edwards, sur les ailes, sur les postes backcourt, etc. On a vu Devin Booker l'année dernière avoir un niveau kobiesque, mais pour moi, c'est tout simple. Je pense que Minnesota va passer 4-1 face à Phoenix. Phoenix qui doit se poser énormément de questions parce que ils ont vraiment une masse salariale un peu bloquée, un projet qui bat de l'aile déjà pour moi. Ce qu'ils ont montré n'était pas fameux. Et bref, je pense que Minnesota va passer assez facilement, bizarrement, cette première série de playoffs. Et j'ai l'impression d'être seul contre le monde en disant ça. Enfin bref, passons à cette dernière et non la moins intéressante, parce que pour moi, tout simplement, c'est la meilleure série du premier tour. Ça pourrait limite être une finale avant l'heure. On parle bien évidemment des Clippers contre Dallas. Donc là aussi, on a un beau passif avec les Clippers qui ont gagné à chaque fois, mais Luka Doncic qui sur ces séries-là a montré potentiellement qu'il était le meilleur joueur de cette planète, déjà en saison 2 ou 3 je pense, pendant la bulle, et ensuite après. Enfin bref, on a vraiment 2 effectifs qui sont construits pour un titre, à mon sens. Dallas a vraiment passé ce step après tout simplement cette mi-saison, là où ils ont récupéré énormément de joueurs compatibles avec PJ Washington, avec Gafford, bref,
aussi la connexion avec Kyrie Irving, qui est vraiment sur une saison incroyable. J'avais vu un thread un petit peu sur son efficacité au shoot qui se rapprochait et qui était la même un petit peu que Stephen Curry. Donc et en plus, il se relaie un petit peu au scoring quand l'un sort, l'autre le remplace. Je trouve ça très intelligent quand c'est bien fait comme ça. Sur la dernière partie de saison, en plus, c'est la 4e meilleure défense de la ligue. Enfin bref, Dallas qui partait vraiment de nulle part un peu avec un trade que beaucoup, dont moi, ont critiqué, se retrouve avec une défense admirable, avec un effectif logique. Évidemment, ça manque peut-être un petit peu de talent, mais Josh Green fait le boulot. PJ Washington, à part au shoot où c'est compliqué, essaye vraiment de devenir cet éboueur, un rôle qu'il n'a jamais eu. Et Daniel Gafford, qui est au pourcentage au shoot. Évidemment, quant à Luka Doncic et Kyrie Irving, c'est facile de shooter de cette manière, de dunker, mais qui a le meilleur pourcentage au shoot de la ligue, un très gros rebondeur. Derrière, on a un Lively qui peut être titulaire, qui peut vraiment, dans un mauvais soir, rentrer et faire du bien à cet effectif. Bref, on a vraiment des soldats autour de 2 capitaines finalement qui font un petit peu d'efforts défensifs, qui montrent tout simplement qu'ils sont tous les deux déjà le duo dans le backcourt le plus clutch de la ligue à mon sens, et qui peuvent vraiment être impressionnantes en sortant tous les deux des séries à 30 points par match. Et je pense que contre les Clippers, on verra ce talent-là. Du côté des Clippers, on a vraiment un effectif assez frustrant. Il y a encore quelques mois, je les voyais vraiment vainqueurs, champions NBA. Donc là, je me spoil évidemment en disant ça, mais j'ai vu énormément de choses qui m'ont déplu. L'impact de Westbrook dans le vestiaire a l'air d'être moindre, et pourtant il se bat, vraiment, ce mec est admirable. James Harden a l'air d'avoir du mal au scoring. Paul George, c'est pareil. Il a des très bons matchs, des très bonnes périodes. Je me souviens qu'il avait marqué, il avait limite fait un clean sheet au shoot lors d'un match, et ensuite il disparaît complètement. Kawhi s'est légèrement blessé. Treman répond présent. Et il y a aussi la question d'Ivica Zubac, qui est un bon pivot, mais est-ce qu'il peut répondre vraiment à l'intensité dans le front de court de nombre de prétendants au titre qui vont affronter rien qu'à l'ouest. Et même Daniel Gafford, ça pose question. Vous voyez à quel point ça peut être problématique. Donc cette série va vraiment se jouer sur le niveau intrinsèque de Kawhi. Je suis désolé, je pense que James Harden, comme Paul George, ne sont pas les 2e ou 3e meilleurs joueurs de cette série. Je pense vraiment que Luka Doncic et Kawhi, j'allais dire Kyrie Irving, mais Kawhi peuvent potentiellement, et espérons-le pour les Clippers, être les 2 meilleurs joueurs de cette série. Et je pense que Kyrie Irving se trouve derrière, et ça posera énormément de problèmes aux Clippers. Je pense que ça sera une série très serrée. J'ai mis 4-2 pour Dallas, parce que j'ai quand même du mal à les voir aller jusqu'à un match 7 à Los Angeles. Pas qu'ils en soient incapables de le gagner, mais je pense vraiment, et au contraire, je parierais pas contre Luka Doncic, mais je pense vraiment que ça va se finir avant. Je pense que cet effectif est très fort sur demi-terrain, les Clippers. Ils sont faits pour les playoffs, mais je pense qu'ils ont un déficit en termes de pas de mentalité, je dirais, en termes de physique déjà qui décline, en termes de vraiment qui est le leader de cette équipe quand ils sont sur le terrain. Est-ce que ça peut être Westbrook, qui est peut-être le 7e homme aujourd'hui, derrière Norman Powell? J'ai quand même beaucoup de doutes. Je pense vraiment que en plus, si Dallas augmente le rythme en courant en contre-attaque avec Kyrie Irving, avec Daniel Gafford, avec PJ Washington, qui sont tous un petit peu des athlètes à leur manière, même si Luka n'en est pas un, je pense que ça sera difficile à suivre pour les Clippers, et je pense que Dallas passera ce premier tour. Enfin bref, voilà, on va passer quand même au 2e tour, au demi, parce que vraiment j'ai l'impression que je parle depuis, ça fait presque 50 minutes je pense, et donc on va faire un petit peu plus clair et concis, sans essayer évidemment de bâcler mon travail, mais sinon tout simplement 1 heure, je pense que c'est trop long. Bref, ensuite on a OKC contre Dallas. Je pense qu'on va partir sur cette série en premier, et pareil, peut-être une finale avant l'heure, une finale de conférence avant l'heure, quelque chose de très intéressant. Je pense que de toute façon, on a vraiment chaque équipe un petit peu dans ce top, dans cette ouest-là, qui peut aller en finale, et pour le coup, OKC ou Dallas, un des deux sera déçu. Que dire, il y a énormément de choses à dire, ça va être serré, ça va être les couteaux sortis.
qui sera le meilleur entre Shai Gilgeous-Alexander ou Luka Doncic. Et oui, c'est une vraie question. Qui sera le second couteau qui se sortira un petit peu de ce marasme-là, hein? Jalen Williams sera-t-il ce mec, ou alors Kyrie Irving vraiment confirmera que c'est un joueur de playoff extraordinaire et un joueur tout court extraordinaire? Je pense vraiment que voilà, il y a un petit avantage quand même sur Luka Doncic et Kyrie qui ont un avantage tout simplement d'expérience assez colossal. Je pense que ça va être très compliqué quand même parce que le front de court est beaucoup plus intéressant côté OKC, hein. Jalen Williams, Chet Holmgren. Je pense que Chet Holmgren aura son mot à dire et que ça peut totalement retourner la série. Mais je pense pas que Luguentz-Dort ou Shai puissent arrêter ce duo-là. Je pense pas non plus que Luka Doncic puisse arrêter Shai, mais je pense qu'il peut monter bien plus haut en termes de performance historique. Et c'est pourquoi, et je vais vous le dire maintenant pour que vous compreniez à quel point c'est dur, je pense que Dallas peut passer 4-3. Et vraiment, ça va être compliqué, serré. Si quelqu'un me dit que c'est OKC, d'ailleurs moi dans ma tête, si je continue à réfléchir, OKC pourrait très bien passer. Mais je pense que Dallas a en fait trouvé quelque chose, une forme d'harmonie, on va dire, sur cette fin de saison. Je pense vraiment que c'est l'équipe qui arrive en play-off avec Boston, qui a les meilleurs assets pour aller le plus loin. Avec Denver aussi, il faut pas se mentir, mais je pense vraiment que Dallas a trouvé une sorte de rythme sur cette fin de saison et à trouver comment entourer enfin Luka Doncic qui va pouvoir se régaler tout simplement. Même s'il y a encore énormément d'héliocentrisme, même s'il y a encore un manque de talent flagrant du poste 3 à 5, ça reste beaucoup mieux que les années précédentes et Kyrie Irving est présent et ils savent jouer ensemble. Et ça, c'est impressionnant. Je pense vraiment pas que même si la future super team d'OKC puisse les battre cette année. C'est pourquoi je dis 4-3 Dallas et ils vont en finale de conférence et c'est déjà énorme. De l'autre côté, Minnesota-Denver. On sait ce que Minnesota, ou plutôt Denver, a dit à ce sujet sur cette confrontation l'année dernière, qui leur ont posé beaucoup de difficultés, qui peuvent un petit peu gêner Jokic avec la présence de Kat et de Gobert. Je pense néanmoins que Jokic va ressortir de là en... disons 32, 11, 12, enfin voilà, un triple-double, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Je pense vraiment que ça va être très compliqué pour Minnesota parce que tout simplement, ils vont avoir une équipe en mission face à eux. Rudy Gobert pose énormément de questions en play-off. Je sais que ça fait un peu rageux de dire ça, mais il n'a pas de statement et je pense pas que ça soit contre Jokic, qui est vraiment l'un des deux, si ce n'est le meilleur joueur de la planète aujourd'hui, que ça arrivera. Anthony Edwards va faire une série incroyable et c'est peut-être là aussi où le phénomène un petit peu Cat va s'essouffler. Dans le sens où en fait il revient de blessure, ça peut être compliqué de se réadapter face tout simplement à la meilleure équipe de la ligue, hein, parce qu'ils étaient champions l'année dernière, donc on peut les considérer avec Boston comme les grands favoris. Et je pense que tout simplement, ils n'ont pas encore les armes pour répondre à cette équipe et ils vont s'incliner, et je suis assez dur, mais je vais vous le dire, 4-1 contre Denver, qui vont donc en finale de conférence. Et là, parce que Dallas-Denver en finale de conférence, Jokic-Doncic, c'est quand même... je suis tellement pressé, j'espère tellement une finale de conférence comme ça, vous n'imaginez même pas. Bref, j'espère vraiment que ça aura lieu. Et je ne sais pas si c'est le cœur qui parle ou Denver que je ne veux pas revoir en finale, ou si vraiment j'ai l'impression d'être logique parce que j'ai énormément regardé Dallas et d'ailleurs Denver aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer cette saison avec Dallas, que Luka Doncic va montrer à tout le monde que c'est bon, allez, il est rentré dans son prime. Pendant les 5 prochaines années, peut-être 7 ou 8 prochaines années, il n'y aura plus rien à faire face à ce type. Je pense vraiment que ça soit Kentavious Caldwell-Pope ou Jamal Murray ou même Aaron Gordon ou ce que vous voulez en fait, ils n'ont pas les armes pour y répondre. Je ne dis pas, évidemment, que côté Dallas, ils ont les armes pour répondre à Nikola Jokic, mais par contre, ils ont les armes pour embêter l'ensemble du reste de l'effectif. Jamal Murray peut être embêté, j'y crois. Vraiment, Luka Doncic a une force, a une présence défensive. Il ne faudra pas qu'il se trouve de ce côté du terrain parce qu'il fait 2 mètres, parce qu'il est très musculeux et lourd. Il faut pas contester ça, même si c'est pas le meilleur défenseur du monde. Je crois vraiment que Dallas peut s'en sortir 4-3
contre Denver et vraiment aller en finale maintenant. Ça serait vraiment tout simplement all-time face à Denver surtout. Et je crois à mon pronostic, je sais que je le répète beaucoup, mais Denver pourrait s'essouffler sur cette période-là face à un effectif, encore une fois, qui peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point ils sont capables de courir, parce que Dallas a l'habitude depuis quelques années de jouer très lentement au rythme de Luka, mais là ils ont changé de système de jeu, ils sont capables, je sais pas si vous vous souvenez du match où il y a eu une vingtaine de dunks dans le match, mais des coureurs comme ça, des coureurs de fond autour de Luka Doncic peut poser beaucoup de problèmes à Denver, qui n'est pas non plus une équipe surathlétique, pas du tout d'ailleurs, et qui peut vraiment s'empêtrer dans ce style de jeu-là, à la manière un petit peu d'un Indiana, mais en beaucoup plus sérieux, que ce soit défensivement ou en termes de leader. Bref, vous l'avez compris, on arrive sur la finale. Une finale Dallas-Boston. Pour le coup, je pense que ça intéresserait énormément de monde. Ce serait vraiment une finale énormément suivie, avec des enjeux de fou entre Jason Tatum et Luka Doncic, qui sont pour beaucoup la future génération qui remplacera l'ancienne, les LeBron, etc., jusqu'à l'arrivée d'un autre phénomène, Wemby, évidemment. Mais je pense vraiment que cette finale pourrait annoncer une nouvelle ère, même si c'est des équipes qu'on sait fortes depuis plusieurs années. Et pour le coup, j'ai décidé un petit peu de vous laisser le choix, dans le sens où, pour moi, c'est 4-3. Ça sera un 4-3, mais dans quel sens ? Dans quel sens ? Non, très sérieusement, je pense que Boston sera un avantagé par rapport aux bookmakers, par rapport à ce qu'ils ont fait avant. S'ils arrivent jusque-là, je vous le rappelle, 4-1 contre Miami, 4-0 Orlando, 4-1 contre New York. Voilà. À côté, on a évidemment Dallas qui a affronté les Clippers, OKC et Denver, qui ont fait 4-2, 4-3, 4-3. Donc il y aura vraiment un souci de... Voilà, la langue sera tirée. Je pense que Boston a de grandes chances de gagner ces finales, mais je veux croire en mon poulain, je veux croire en Dallas, je veux croire en Kyrie Irving et Luka Doncic. Pas que j'en suis fan, mais que j'ai vu des choses en cette fin de saison qui m'ont halluciné et qui m'ont rendu un petit peu rêveur pour cet effectif. Moi qui croyais que dans 2 ans, il serait parti. Là, je me retourne un peu ma veste. Évidemment, ça reste un bracket et on verra ce que ça donne. Mais je pense que Boston a de grandes chances de gagner cette finale, mais que dans tous les cas, et que j'espère néanmoins que Dallas se défende bien, dans tous les cas, ce sera incroyable. Imaginez un titre à Dallas, on parlera peut-être déjà d'un Dirk qui sera supplanté par une future légende, peut-être l'un des 15 futurs meilleurs joueurs de tous les temps, on ne sait pas. À voir, j'espère pour lui en tout cas. Mais oui, Dallas, ça peut être exceptionnel. Et puis Boston, l'une des plus grandes franchises NBA qui a encore attendu 15 ans pour un titre, qui a fait finale de conférence sur finale de conférence, avec une finale il y a 1 an et demi. Non, franchement, Boston comme Dallas, ce serait magnifique. Donc, allez, on va se prêter au jeu. Je dirais 4-3 Boston face à Dallas. J'entends ceux qui me disent qu'OKC iront plus loin. J'entends ceux qui me disent que Denver iront en finale, mais je pense que Boston a les armes pour battre toutes ces équipes. Je pense que Dallas, finalement, serait l'équipe qui leur poserait peut-être le plus de problèmes. Ça peut paraître étrange, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des questions à se poser, évidemment, dans ce qui se passe actuellement côté Ouest, comme on a fait à l'Est. Les Lakers, une équipe avec un LeBron James de bientôt 40 ans. Qu'est-ce que ça va devenir ? On a évidemment Phoenix qui déçoivent aussi avec un premier tour, et les Clippers qui, certains diront que c'est leur année, peut-être que ça ne le sera pas. En tout cas, dans mon bracket, ça ne l'est pas. Ça pose beaucoup de questions. Est-ce que Paul George va re-signer ? Est-ce qu'ils vont être aussi compétitifs l'année prochaine ? À voir. Non, beaucoup de questions, ça me rendrait triste quand même pour les Clippers, mais bon, affronter Dallas au premier tour, c'est quand même pas un cadeau. Sacramento, bien sûr, une équipe qui stagne. Ils n'ont pas réussi à avoir Pascal Siakam. Je sais qu'ils étaient beaucoup sur le sujet et beaucoup souhaitaient son arrivée. Mais bref, on a aussi beaucoup d'équipes jeunes, d'équipes Dallas, OKC, Minnesota. Très intéressant pour l'avenir. Vraiment, ça peut être à l'ouest, ça peut être vraiment fantastique sur les prochaines années. Donc voilà. Boston accroche une nouvelle bannière à son plafond et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ce que je dis. Mais bref,
Je pense que j'ai assez parlé. Je vous avoue que je suis assez fatigué. Là, je viens d'enchaîner pendant presque une heure, enfin plus d'une heure peut-être. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous invite à vous abonner, à écouter ça sur YouTube, Spotify, comme vous le voulez, et puis à me laisser des retours, des commentaires, etc. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Au revoir.